La rédaction vous présente ici son dossier audio Médecine de l'âme, accompagné de l'édito du rédacteur en chef Sébastien Lilly, lu par Léopold Roy. Bon voyage et belle découverte à vous. S'il est difficile de nier la maladie lorsqu'elle est éclatante, il est très facile de la cacher lorsque les signaux sont faibles ou encore inexistants. Et le temps semble souvent conspirer contre nous à ce sujet. Alors comment se prémunir ? J'ai toujours été étonné de voir à quel point la médecine occidentale était si peu préventive, alors que nous le savons, la maladie prospère souvent en dessous des radars et les symptômes surviennent parfois trop tard, sans crier gare. Suis-je en bonne santé au jour où j'écris ces lignes ? L'êtes-vous également ? Existe-t-il un baromètre pour le savoir ? Si la médecine conventionnelle s'est spécialisée dans la résolution de nos petits et grands problèmes techniques, je pense qu'un autre pendant doit urgemment s'installer dans nos vies pour équilibrer notre posture, retrouver une forme de souveraineté et de responsabilité dans cette aventure de tous les jours. En ce contexte, prendre soin de notre âme n'est pas anecdotique, bien au contraire. Le lien entre la maladie, nos comportements, notre esprit, et peut-être plus grand encore, devient jour après jour une évidence pour bon nombre d'entre nous. Certains enjeux semblent alors naturellement se glisser sous les ailes de la spiritualité. Serait-elle, au-delà de nos différentes croyances, également un enjeu de santé ? Car sous le voile du réel se cache une autre réalité, celle de l'invisible ou de l'infiniment petit, qui porte en elle les graines de nos plus beaux comme de nos plus tristes états. L'âme est-elle ce fameux baromètre ? Comment définir alors la médecine, ses pratiques alternatives et la spiritualité elle-même ? Existe-t-il une notion de complémentarité entre toutes les pièces de ce grand puzzle ? Peut-on les réconcilier, tout en faisant attention aux dérives qui menacent le tableau ? De plus, comment expliquer ces expériences extraordinaires ou surnaturelles qui nous guérissent parfois subitement ? Ont-elles quelque chose à nous apprendre sur la manière dont la matière se forme et se déforme ? Ce qui me réjouit dans tout cela, c'est que nous avançons une fois de plus vers la pensée globale, celle où rien n'est séparé, où tout est relié, celle où la santé de l'environnement ou de mon voisin vient aussi délivrer un message sur ma propre santé. Voilà donc encore un bien beau dossier que nous vous avons préparé avec la rédaction pour cet été qui s'annonce guérisseur. Médecine de l'âme. Lorsque le corps se manifeste, c'est parfois dans la douleur, mais cela nous donne aussi l'occasion d'essayer de comprendre quel est son message. Se soigner aujourd'hui peut se faire en conscience et choisir sa médecine ainsi que ses compléments augmente les possibilités de guérir. Dans cette prise de conscience, des éléments plus vastes nous parviennent. Notre âme, notre spiritualité, les champs subtils peuvent aussi se manifester et accompagner la guérison. Soigner corps et âme. À l'origine, médecine et spiritualité étaient inséparables, comme en témoignent les soins traditionnels qui nous sont parvenus. Puis ces deux notions ont séparé le corps et l'esprit, particulièrement en Occident. Qu'ont-elles en commun et en quoi les réunir à nouveau pourrait s'avérer salutaire ? Par Mélanie Cheureau. Si l'on vous demande ce qu'est la médecine, il est fort probable que vous aurez une réponse. Le dictionnaire Larousse la définit comme l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres mis en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités. Cette définition est relativement occidentalo-centrée, puisqu'elle pose la science comme premier précepte. La médecine reste une notion qui varie selon les lieux et les époques, non pas en fonction des avancées de la recherche, mais plutôt de la philosophie de la nation qui l'emploie, même si mondialement, tout tend vers l'occidentalisation du terme. D'un autre côté, si l'on vous demande ce qu'est la spiritualité, vous mettrez peut-être un peu plus de temps à répondre, cette notion restant très personnelle. De prime abord, on pense à tout ce qui a trait à l'esprit, mais comment y inclure les subtilités des mondes invisibles ? De quel sacré ou divin parlons-nous ? À quoi sert la spiritualité ? Avons-nous tous une spiritualité ? Et est-elle aussi indispensable que la médecine ? Ces notions sont-elles liées ? Par exemple, dans le chamanisme, pour de nombreux peuples, la médecine et la spiritualité ne font qu'un
et sont traités conjointement par le chaman. Le mal, ou le dysfonctionnement à résoudre, est considéré comme d'origine spirituelle. La réponse doit donc se chercher dans les champs invisibles. Et puis, vouloir conjurer la mort, but ultime de la médecine, n'est-ce pas défier le divin? Quel bilan tirer de ces questions? Et si la médecine s'alliait, à nouveau, à la spiritualité afin de soigner le vivant et de l'élever, pour le bien de tous les êtres, mais aussi de l'avenir de notre terre? La médecine, une notion relative? En Occident, au XXe siècle, les progrès de la science font prendre à la médecine un tournant qui l'éloigne d'une vision holistique de l'humain, lui préférant une approche locale et précise du symptôme. C'est notamment la notion de l'origine de la maladie qui va orienter la manière d'aborder le soin. Là où d'autres médecines diraient que l'âme est malade et s'exprime à tel endroit du corps, ou encore que l'énergétique ne circule plus et que le déséquilibre se manifeste, notre médecine devient de plus en plus technique et déshumanisée. C'est le postulat du neurologue et chef de service à l'hôpital de Pontoise, Philippe Niclot. Désormais, l'image et le test biologique sont la maladie. Ce que nous disent nos malades, ce que nous voyons compte moins dans nos décisions que des images et des chiffres, même si ceux-ci dépendent des techniques de mesure imparfaites et changeantes. Certains médecins occidentaux sont ainsi désabusés et inquiets, n'hésitant pas à dénoncer les dérives de la matérialisation à outrance de la médecine, caractérisée comme scientiste, mot presque péjoratif aujourd'hui. Le réductionnisme scientifique a vidé la médecine de la vie, n'hésite pas à dire l'ancien urologue Thierry Janssen. Face à ces inquiétudes, nous sommes tentés de chercher des alternatives pour nous soigner, pour comprendre ou pour accompagner nos traitements afin de nous approprier la guérison. La crise de la Covid-19 nous a d'ailleurs permis de regarder tout le corps médical d'une nouvelle manière, sans doute avec plus de discernement, et nous a montré les limites et les confusions possibles au sein même de ceux qui sont censés savoir. Paradoxalement, la médecine occidentale très matérialiste repose quand même sur des croyances. Cette médecine-là, qui revendique son indépendance à l'égard de toute croyance, s'est néanmoins construite comme une religion. La santé aurait tout simplement pris la place du salut. Et de fait, les analogies possibles sont nombreuses, explique Jean-Michel Longnot, professeur de philosophie et d'éthique dans son article « La médecine, spiritualité du XXIe siècle ». Questionnement sur le sens, interrogation sur l'efficacité d'une médecine robotisée, fonctionnement aussi rigide qu'une religion. Ce qui est soulevé ici souligne un besoin de comprendre les fondamentaux, prendre en compte l'importance du soin, avoir comme but le retour à la santé, constitue peut-être un cheminement plus philosophique qu'on ne le croit. Qu'est-ce que la santé? En Occident, nous consultons un médecin lorsque nous avons un problème de santé. Le reste du temps, on se débrouille par nous-mêmes. L'OMS décrit la santé comme un état sans maladie ni infirmité, ce qui réduit sa description au corps. Ainsi, l'origine de la maladie influence à la fois le soin qu'on va prodiguer, mais aussi toute la conception philosophique de la vie, comme l'exprime par exemple Thierry Medinsky, médecin homéopathe. Pour la médecine occidentale, tel terrain génétique prédispose à telle maladie. Cette prédisposition peut être congénitale ou acquise. Pour l'Orient, la maladie témoigne d'un obstacle à la réalisation du chemin de vie. Même s'il précise ensuite que les deux visions ne sont pas incompatibles, elle ne situe pas la responsabilité au même endroit. Aller mal, être malade chez nous, c'est le hasard ou la génétique, la faute à pas de chance. D'ailleurs, beaucoup de malades sont désarçonnés et cherchent à comprendre ce qui leur arrive. La maladie est un fait incontournable, voire inévitable de notre existence. L'assumer et l'intégrer est une étape essentielle de la conquête vers la pureté et l'éternité promise. C'est une étape pour vaincre le mal et la faiblesse en soi, pour dépasser et aller au-delà de sa dimension physique. Les différentes croyances n'ont pas manqué de le rappeler, explique le docteur Michel Dib dans son ouvrage. La santé, c'est être aligné corps et âme. C'est un ressenti qui permet de dire que l'on est en harmonie dans tout son être. Est-ce que notre médecine peut nous amener là? Est-ce son rôle? La conception de la maladie, d'aller mal, a quelque chose en soi de spirituel, dans le sens où elle est reliée à notre relation au vivant, à la dégradation de la vie et à la finitude de celle-ci. Enfin, l'harmonie de l'être, n'est-ce pas une notion éminemment spirituelle? La spiritualité
et ses passerelles avec la santé. La question de la spiritualité est encore plus variable que la médecine. Dépendante du lieu et de l'époque pour sa définition, tentons de l'observer aussi au plus près de nous. Ici, la spiritualité se distingue de la religion en ce qu'elle est plus vaste, moins dogmatique et presque individuelle. Elle englobe ainsi les questions existentielles, comme la quête du sens de la vie, le besoin de transcendance, de valeurs et d'éthiques associées à l'invisible, parfois un besoin d'identité ou de communauté. Enfin, elle éclaire sur sa relation à soi et aux autres. C'est l'historien des religions, Mircea Eliade, qui soulevait ainsi le rapport de tout un chacun au sacré. Le sacré donne du sens à l'existence. Il permet à l'homme de se réaliser et de vivre une certaine harmonie intérieure. Ce besoin existe même chez l'homme areligieux. Elle prend juste d'autres formes, explique-t-il dans Le sacré et le profane. La spiritualité, c'est se connecter à plus grand que soi pour trouver du sens à sa vie et ainsi être en harmonie avec le vivant, ce qui implique soi-même et son environnement. Mais face à la douleur, à la peur et à la mort, lorsque la maladie nous stoppe et s'exprime dans notre corps, à quoi faisons-nous face si ce n'est au divin ? Le docteur Éric Dudoit, qui accompagne les patients en soins palliatifs et donc à l'orée de la mort, observe les mécanismes de la maladie et son lien avec la spiritualité. Il y a une relation d'intention. L'univers a une intention envers nous et nos maladies sont une belle intention. C'est une chance, sinon on est aveuglé de nous-mêmes, gorgé de soi. La maladie renvoie ipso facto ce que l'on n'a pas envie de voir de soi. Avec l'univers peut s'instaurer une coopération, on peut faire le tour des symptômes, s'observer et grandir. Pas évident de faire ce chemin alors que notre médecine sépare le corps et l'esprit. Chez nous, la faculté de médecine, c'est le corps. La faculté de psycho, c'est le mental ou la psyché, alors que ce qui fait que nous sommes des êtres humains, c'est la paire. On ne souffre pas juste dans son corps ou son mental, on souffre dans sa chair, c'est-à-dire lorsque les deux sont associés. On a une étrange matière, rappelle-t-il. Et c'est prendre connaissance de cette étrange matière qui permet de se réapproprier notre guérison. Comme la médecin Nathalie Gita Babourage qui s'interroge sur ces questions depuis des années. D'origine indienne, elle développe un parcours en santé intégrative et ce qu'elle appelle la médecine de la vie. Pourquoi chaque personne ne pourrait-elle pas devenir artiste de sa propre santé ? Lorsqu'elle se pose la question de la médecine, elle en revient à notre chemin de guérison. Notre propre capacité d'autorégulation face au changement de l'environnement extérieur et intérieur, notre fameuse homéostasie, cette résilience innée, cette pharmacie intérieure capable de produire les molécules nécessaires en cas de déstabilisation de notre système. Pour cela, un parcours de reprise de confiance en soi, de connaissance du naturel de notre corps et de notre psyché, en lien avec une dimension spirituelle peut nous faire des bonds en avant. L'auto-guérison, prendre conscience de son corps, de sa connexion avec la nature, avec le sacré, et considérer l'humain comme un ensemble, c'est sans doute le lien entre une médecine en conscience et une spiritualité humaniste. Nous en avons besoin, et par extension la Terre aussi, car si nous nous reconnectons au vivant, nous remettrons en route le soin d'un point de vue global et universel. Quand philosophie et médecine cohabitaient. À l'origine, chez les Grecs, la médecine était associée à la philosophie. Combiner les réflexions sur le sens de la vie avec le soin apporté au corps allait de soi, mais les chemins se sont ensuite séparés. Par Mélanie Chereau. La médecine occidentale se dit héritière d'Hippocrate, dont les médecins prêtent le fameux serment avant d'exercer à la fin de leurs études. Les Grecs avaient érigé la médecine au rang d'art techné, une technique avec ses limites. Issue de la philosophie, elle était à la fois très pratique, mais aussi sujette à interrogation. Le mathématicien Pythagore, vers 580 avant Jésus-Christ, avait fondé une école de philosophie reposant sur le savoir. Il est l'un des premiers à avoir séparé la médecine de l'exercice de la magie. De cela, nous avons l'héritage, une forme de pensée qui s'accroche à la démonstration et à la rationalité, même si Pythagore associait le corps aux 4 éléments présents dans la nature. Il conservait une forme d'intelligence du vivant, avec son lien logique et irrépressible à la nature et une humilité que nous avons perdue aujourd'hui. Pythagore utilisait également la médecine incantatoire, c'est-à-dire qu'il soignait avec des chants divins, car il croyait fermement en la connexion âme-corps.
Il est enfin à l'origine du lien psychosomatique entre les maladies et la psyché, puisque l'âme, qui est la vie, doit être en harmonie avec toutes les propriétés du corps. Hippocrate de Cos. Presque contemporain de Pythagore, le célèbre Hippocrate, moins 460-377 avant Jésus-Christ, a fondé l'école qui a révolutionné la médecine en Grèce et nous influence encore aujourd'hui, s'appuyant notamment sur l'observation clinique et en créant une éthique pour les médecins. Le neurologue Philippe Niclot rappelle qu'à une époque où ce qui survient à l'intérieur du corps humain est invisible et pour longtemps inaccessible, alors que la thérapeutique est balbutiante, la médecine hippocratique est faite d'humilité. La médecine selon Hippocrate, abnégation et dévouement aux malades, administration de soins dans son unique intérêt, refus des traitements spectaculaires et inutiles, soulagement de la souffrance, respect de la vie humaine, discrétion concernant la vie privée, ne pas s'obstiner à soigner ce qui est jugé incurable, par peur notamment d'y perdre sa réputation. Enfin, Platon, également de cette époque, apportait un soin particulier à l'étude de la médecine dans ses réflexions philosophiques. Déjà, l'idée que le vivant s'étudie de manière parcellaire est comprise dans sa séparation de pneumatikos, esprit, animus, âme, et soma, corps. Les 4 principes d'Hippocrate, premièrement, être utile, ou au moins ne pas nuire, deuxièmement, combattre le mal par son contraire, troisièmement, mesure et modération, quatrièmement, chaque chose en son temps. Mieux vaut prévenir que guérir. Appréhender sa santé en organisant sa vie dans une optique de prévention, ce n'est pas dans nos habitudes occidentales. En prendre conscience et évoluer nous connecterait avec une médecine d'avenir holistique et pérenne. Par Mélanie Chereau. Miser sur la prévention est une approche qui nous vient d'Asie, indéniablement. De ce continent nous sont parvenues d'innombrables techniques qui permettent d'équilibrer le corps, de l'harmoniser. Que cela soit le yoga, le qigong, le tao, les arts martiaux, la méditation. Tous ces arts apprennent à respirer, à bouger, à faire circuler et sentir son intériorité comme son enveloppe, au contact d'un extérieur, à prendre soin de soi, dans une forme de conscience accrue mais aussi de spiritualité. Les médecines asiatiques misent aussi beaucoup sur la prévention, avec l'idée que l'on peut se maintenir en santé en anticipant les failles potentielles. Comprendre que nous seuls sommes responsables de notre santé demande d'acquérir certaines bases afin d'appréhender l'individu dans son ensemble et d'entrevoir le soin holistique pour que le corps et l'esprit fonctionnent harmonieusement. Pour cela, nous devons conscientiser notre mode de vie afin qu'il soit en accord avec notre souhait de bien-être. C'est ainsi que Nathalie Djeta-Babourage, médecin et pratiquant de la médecine de la vie, intégrative et holistique, s'inspire de Deepak Chopra pour nous transmettre la notion de responsabilité. En anglais, responsibility, la capacité à répondre d'eux. Nous avons la capacité de choisir l'état de conscience avec lequel nous allons répondre à un événement. Cela nous donne confiance quant aux capacités d'autorégulation de notre corps, de notre homéostasie. C'est aussi notre capacité à choisir. Qu'est-ce que je mets dans mon corps physique en conscience? Qu'est-ce que je mets dans mon corps énergétique? Qu'est-ce que je mets comme information dans mon corps mental? C'est une conception de soi dans son environnement, dans son histoire, dans son rapport aux autres. Une approche à la fois physique et métaphysique qui relie le corps à la psyché. Une histoire de confiance, d'apprentissage. Reprendre les rênes de notre corps, remettre la maladie à sa place, accepter les changements de vie et avancer en conscience. Se connaître et créer son mode de vie. Lorsqu'on décide de prendre sa santé en main, la première étape consiste à apprendre à se connaître et pour cela, comprendre comment nous fonctionnons. Comprendre son corps, ses mécanismes, comprendre notre mental, nos émotions, comprendre notre relation à l'extérieur et comment tout cela interagit. Tout cela s'apprend, comme l'explique Nathalie Djeta-Babourage. Nous touchons là à une énorme différence entre la médecine occidentale et la médecine holistique. Notre corps n'est pas une machine inerte à réparer. C'est un complexe vivant et capable de s'autoréguler quand on apprend à l'écouter, à prendre soin de lui, avec amour.
Évidemment, il y a la base, ce que tout médecin pourrait recommander à chacun concernant la prise en charge de sa santé physique. Une bonne hygiène de vie, une activité sportive régulière, un régime riche en légumes, poissons, anti-radicaux libres et fruits et un bon sommeil s'avèrent un programme de prévention simple et efficace, d'autant plus s'il est réalisé avec plaisir et convivialité, rappelle le docteur Michel Dib. Encore que ce ne soit pas si facile à appliquer dans son ensemble. Par ailleurs, la fameuse gestion du stress et la modulation des émotions, ainsi que la recherche d'un équilibre moral, qui peut d'ailleurs passer par une phase d'expiation du passé, travail psy, énergétique, hypnose, gestion des traumatismes, etc., doivent s'ajouter à l'équilibre corporel puisque nous sommes un tout. Johanna Dermy, naturopathe, explique. La prévention passe par le soin de soi, l'attention portée à notre corps, comment il vit, comment il vibre, comment il se déplace, et est-ce qu'il est en accord avec cette psyché? Est-ce que c'est fluide? Et si ce n'est pas fluide, demandez de l'aide. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ne pas penser « ça va passer », car le corps sonne, et on ne décroche pas. Et quand on décroche, il n'y a plus personne. La prévention passe aussi par l'instruction, par la motivation, car cela va demander des efforts et de l'attention à ce qu'on est. Il faut aussi oser consulter des accompagnants appropriés lorsqu'on repère un dérèglement, même minime. Tout ce qui entre et circule. Que ton aliment soit ton médicament, disait Hippocrate. Bien que célèbre, cette phrase n'est pas très convaincante pour la plupart d'entre nous. Au fond, qui mange absolument sainement et en fonction de son corps, de ses besoins, des saisons, de son lieu de vie, en équilibrant cru et cuit et tout ce qui s'ensuit? Ici aussi, c'est un apprentissage et un cheminement. Il est pourtant prouvé que le microbiote intestinal est complètement source de bonne santé, d'équilibre et d'une bonne immunité. Pourtant, c'est la base. Ce que nous mettons dans notre corps va déterminer la façon dont il va fonctionner. Nous bougeons 100 fois moins qu'il y a 100 ans. La vie sédentaire amène des maladies que nous n'avions pas autrefois. De plus, la nourriture devrait être mangée maximum 1h30 après avoir été cuite et nous ne devrions pas dépasser 2 repas par jour et effectuer des jeûnes de temps en temps, conseille le yogi Sadhguru, maître en Ayurveda. Bien entendu, ces conseils sont difficiles à appliquer, mais peut-être pouvons-nous prendre conscience que nous devrions être attentifs aux évolutions culinaires qu'engendre notre époque. Observez-vous après un repas. Avez-vous sommeil? Combien de fois par jour mangez-vous? Si vous avez sommeil, c'est que votre digestion est fastidieuse. Johanna Dermy explique qu'il s'agit juste de comprendre pourquoi il est préférable de se coucher tôt. Parce que les organes se régénèrent la nuit à partir de 23 heures. Tous les excitants, thé, café, alcool, sucre, pris sans accoutumance sont sans effet notoire. Moins manger fait également partie de la prévention. Cela dépend toutefois des physiologies. Il faut s'adapter, mais n'oublions pas que l'on descend des marcheurs-cueilleurs. Je marche pour manger et 1 fois par jour. Il faut respecter des pauses pour le système digestif, parce que si le corps digère tout le temps, il ne peut pas s'occuper de l'immunité, de la mémoire, de la réparation. Il ne peut pas faire 50 choses en même temps. Dans l'idéal, ne prendre que 2 repas par jour et le dernier vers 18 heures. D'ailleurs, on a vu avec la Covid que notre immunité n'est pas toujours au top. Quand on explique, la prévention prend tout son sens. Le jeûne permet la purification cellulaire, notamment de la quantité invraisemblable de toxines et de toxiques que nous avons dans le corps. C'est l'observation de notre vitalité qui doit nous alerter, la circulation énergétique dans notre corps, l'énergie vitale qui est observée dans les médecines asiatiques nous informe sur notre état de santé. L'esprit agit sur le corps. Le docteur Volker Meissner nous parle d'un élément important qui pourrait d'ailleurs réconcilier la médecine occidentale avec la prévention. La psychoneuroimmunologie est une autre science toute nouvelle qui doit encore se faire une place. Il s'agit de découvrir comment l'âme, l'esprit et le système immunitaire s'influencent mutuellement. La science établie reconnaît elle-même de plus en plus ce que la médecine holistique soupçonne depuis des décennies. Nos pensées sont capables de piloter nos actions sur le corps ou, au moins, de les influencer. Ce qui signifie que nous devons apprendre à gérer notre stress, nos émotions, être attentifs à nos blessures. En d'autres mots, s'assurer que notre psyché est en harmonie. J'avais un client présentant de multiples symptômes. Il consommait jusqu'à 17 cafés par jour. Bon,
On a commencé par réduire le nombre de ces cafés et beaucoup de symptômes ont disparu. Mais les 17 cafés étaient la contrepartie d'une vie stressante. La montagne tous les week-ends, le surf. Certains engrangent du stress même dans leurs loisirs. Se dépasser pour sentir qu'ils sont en vie. Oui, pour mon père, je n'étais jamais assez bon, m'a avoué un jour ce client. Et voilà, on arrive dans la psyché, raconte Johanna Dermy. Il faut être prudent avec les blessures. Les thérapeutes appropriés doivent les accompagner. Mais elles sont amenées à se révéler avec le corps qui s'exprime en mots, rappelle la naturopathe. Souvent ensuite, on se rend compte que l'on n'est pas forcément aligné avec sa mission de vie, qu'on n'est pas ou plus au bon endroit. Il peut même arriver que l'âme se révèle et nous montre un chemin spirituel. Commencer par prendre conscience de son corps, aller à la rencontre de ses messages, adapter son mode de vie. Cela revient à commencer un alignement. Ensuite, dans ce chemin, on va se reconnecter avec l'âme, tout en n'oubliant pas que rire, aimer, toucher, rêver, s'entourer d'êtres bienveillants fait aussi partie de la santé physique et mentale. En une phrase, toujours chercher à se faire du bien en conscience. Pensée toxique vs pensée positive. Nombreux sont les ouvrages et les coachs qui nous l'affirment. La pensée positive répétée agirait sur le corps comme un remède et la pensée négative comme un poison. Si nos pensées ne sont pas sans effet et pas toujours positives, il ne suffit pas de le décréter pour qu'elles le deviennent. Par Méline Angerbeau. Il nous est recommandé de chasser les pensées toxiques et de cultiver les pensées positives comme on fait le ménage dans un jardin, en arrachant les mauvaises herbes pour en planter de bonnes. Mais gare au revers de la médaille, la culpabilité. Les recherches en psychologie positive ont démontré une corrélation enthousiasmante. Les personnes optimistes, enjouées, sont en meilleure santé et guérissent plus vite que les autres. Si la relation de cause à effet n'est pas scientifiquement établie, le courant de développement personnel de la pensée positive ose en faire l'hypothèse. Nos pensées influeraient directement sur les neurotransmetteurs et l'état hormonal, par conséquent la perception de notre environnement, l'efficacité de nos actions et notre santé. Les pensées positives seraient le carburant de la forme et de la réussite. Les pensées négatives un polluant, minant l'estime de soi et détériorant l'organisme. À nous de choisir. Méthode Coué. L'idée de changer ses pensées pour changer sa vie n'est pas neuve. À la fin du 19e siècle, Émile Coué, pharmacien converti à l'hypnose, a mis au jour la possibilité d'autosuggestion. L'expression méthode Coué est aujourd'hui devenue moqueuse et désigne une pensée magique, inefficace. Et pourtant, un siècle et demi plus tard, le pouvoir de l'autosuggestion par l'affirmation positive est bien établi. À l'université de Sheffield, on a prouvé que l'autosuggestion peut modifier les performances intellectuelles et l'altruisme. À l'université de Tel Aviv, on l'a appliqué avec succès au mal de mer, et à l'université Nihon, au Japon, on a mesuré des effets directs sur la température corporelle. L'idée que nos pensées peuvent agir sur la matière fait également partie de conceptions spirituelles. Dans les chamanismes traditionnels, les formes pensées ont une réalité. Dans l'invisible, elles peuvent bénir, soigner ou blesser. Les pensées sont aussi au cœur de la loi de l'attraction, concept ésotérique qui postule que si tout est énergie dans l'univers, où rien ne se perd, où les semblables s'attirent, une simple pensée est invariablement suivie d'effets. Nos pensées sont la graine qui forme en grandissant notre réalité matérielle. Mauvais sort. Gare alors aux pensées négatives. Qui ne s'est jamais effrayé d'avoir soudain une pensée atroce, comme si elle allait se réaliser juste en ayant pris forme? Taire une pensée pour éviter de porter la poisse, toucher du bois quand on imagine un événement fâcheux, cracher par terre pour éviter le mauvais sort. Et si les concepts modernes de pensée créatrice, au lieu de nous libérer, nous ramenaient vers la peur et les vieilles superstitions? Certains déçus du développement personnel clament même que la pratique de la pensée positive leur a pourri la vie. Se sentant coupables d'avoir des pensées négatives, ils entraient dans une spirale de jugement négative, impossible à enrayer. La chercheuse Joanne Wood a mis en évidence à quel point les effets de l'autosuggestion sont variables.
Si une affirmation positive peut améliorer légèrement l'humeur d'une personne ayant une haute estime de soi... Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.